Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Comme vous le savez, chaque semaine, on vous fait découvrir des profils intéressants qui nous motivent à faire plus, qui nous inspirent à accomplir plus, tout simplement, à nous lever et à, vous savez, à travers leur parcours et leur carrière. Aujourd'hui, on va parler d'un domaine dont on ne parle pas assez, mais qui personnellement me plaît beaucoup. Et je pense qu'on va encore mieux le découvrir aujourd'hui à travers notre invité du jour. Avant d'en savoir un peu plus sur qui est notre invité, rappelons-nous que c'est important de respecter les gestes barrières contre la Covid-19, donc tout ce qui est hygiène des mains, port du masque, distance sociale, vaccination, etc. C'est toujours très important parce que la Covid, elle est toujours là, hein, on le sait. Alors, notre invité du jour, il s'appelle Alain Bijek. C'est un organisateur d'événements, consultant dans le domaine culturel, créatif, etc. Depuis des années. Et on le découvre dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Alors, qui est Alain Bijek? Pas en bref, mais plutôt en détail. Je vous en dis plus avant que nous l'accueillions sur notre plateau. Alain Bijek est un organisateur d'événements, il est manager d'artistes, il est consultant, il a initié et gère des projets culturels en France, en Afrique, en Amérique, et cela depuis plus de 20 ans. Produire et accompagner des artistes, entrepreneurs et institutions des industries culturelles et créatives africaines l'a amené à créer plusieurs sociétés, dont Origin Production, l'agence de conseil BJK et le Centre des cultures d'Afrique, des événements culturels internationaux comme MOCA, Midem African Forum, et le festival Africa Phonie. Aujourd'hui, il s'arrête sur notre plateau parce qu'il est à Kigali. Il amène un de ses plus grands événements, le MOCA, bientôt à Kigali. Et il va nous en dire un peu plus sur son parcours. Bien sûr, se mettre face au miroir. Ce sera juste après cette petite pause. Ne bougez pas. L'importance non seulement d'un travail bien fait, mais l'importance de l'excellence dans tout ce que l'on fait. ibitambo natanze imipango napanze byose ni byawe kuko kuko nasanze ntawusa nkawe overdose. Alors tu bouges avec les... comme ça, hein? Okay. Simple. Hein? Si elle est bonne. Hey, comme... okay. Retrouvez le miroir, votre rendez-vous avec l'inspiration, la découverte, le divertissement, les dimanches à 17h. Alain Bijek, bienvenue. Bonjour, bonjour David. J'espère que j'ai bien dit le nom. Si, c'est ça. Okay. Alain Bijek. Alain Bijek. Très bien, très bien, très bien. C'est un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau parce que le domaine de l'événement, c'est un domaine que j'aime beaucoup. Plus jeune, j'ai un peu travaillé dedans et je trouvais que ça rassemble tellement de choses, que ça fait monter l'adrénaline, etc. Et à chaque fois que j'ai la chance d'avoir une personne avec qui on parlait, ça me plaît. Donc, bienvenue. Merci David. Oui. Alors, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans ce domaine-là? Comment? En fait, tout simplement parce qu'en fait, je crois que c'est une histoire de famille. Parce qu'en fait, nous les Africains, on fait beaucoup la fête. On organise beaucoup d'événements. Depuis la naissance jusqu'au décès, il y a toujours des événements en fait, qui rythment nos vies. Et en fait, très petit, je me suis retrouvé en France. Et le fait d'y avoir été peut-être loin du pays, alors du coup, j'ai fixé tout un tas d'idées. Et puis à un moment donné, ma famille, là-bas en Europe, est partie, m'a laissé tout ça dans une grande maison. Et j'étais au lycée. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'organisais des fêtes. Et quand tu te retrouves en première en France tout seul dans une grande maison, tu organises des fêtes tous les week-ends. Et en fait, de fête en fête, j'ai organisé des soirées d'étudiants, j'ai loué des salles, j'ai monté une première structure avec des amis. Et puis c'est devenu une passion. Voilà. Waouh! Tu imagines, c'est tellement organique. Je croyais que ça allait être en fait. Mais c'est vraiment organique. Ouais. C'est venu tout seul. Ah oui, c'est très bien. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce domaine-là? Écoute, dans ce métier, ce qui me plaît, ce que j'ai réalisé, en fait, à l'âge de mes 40 ans, pourquoi je faisais ce métier et pourquoi j'aimais ce métier.
fait, j'ai compris que pour moi, chaque événement, c'est une sorte de rituel, en fait. C'est un peu, comme je disais, pour moi, ça me renvoie vraiment au village, en fait. C'est marrant, ça me renvoie vraiment au village d'organiser des événements. Oui. Parce qu'en fait, chaque rituel, c'est une cérémonie. Tu invites des gens, tu organises, c'est hyper protocolaire. Il y a de la nourriture, il y a les musiciens, il y a tout ça. Et bien, en fait, c'est la même chose. Et en même temps, ce que j'ai découvert en faisant ça, c'est que, en fait, à chaque fois que j'organise un événement, j'y mets énormément d'énergie, énormément d'amour, parce que j'ai envie de faire plaisir aux gens. Je veux que les gens, ils se nourrissent, je veux qu'ils repartent là bien, je veux en même temps que... C'est comme si tu faisais un plat, tu prends plein d'éléments, tu vois, plein d'ingrédients, et tu n'as qu'une seule idée en tête, c'est que les gens qui vont venir manger vont se régaler. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit que je fais les événements. Et c'est tout le plaisir que je mets en fait à chaque fois. Et j'ai retrouvé en fait cette ligne en fait entre les premiers événements que j'ai organisés quand j'étais au lycée et le MOCA que j'ai encore organisé l'année dernière à Paris. Ben, je retrouve le même plaisir et la même énergie que j'essaie d'y mettre, quoi. Ouais. Wow. Et c'est ce qui est encore plus intéressant, je trouve, bon, pour moi, parce que peut-être je suis un amateur de culture et d'art, c'est que vous allez incorporer à chaque fois, carrément vous vous dirigez vers le côté artistique, le côté créatif. Parce que quand on dit événementiel, il y a aussi des événements autres, politiques, officiels, autres, des conférences dans d'autres domaines. Mais vous êtes plus dans ce domaine-là, qui est la culture, l'art, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai commencé, après ça, à organiser des fêtes, des soirées étudiantes. Au bout d'un moment, j'ai eu marre. Je me suis dit, bon, ça tourne en rond, j'ai besoin de... Puis j'ai arrêté, j'ai travaillé, et après, j'ai fait connaissance de musiciens. Et comme je savais organiser des événements, du coup, j'ai commencé à organiser leur carrière. Et en organisant leur carrière, j'ai commencé à produire leurs concerts. Et en produisant des concerts, finalement, j'ai produit des festivals, j'ai créé un festival. Et d'un festival, j'ai travaillé sur des grandes expositions, sur du théâtre. Du coup, organiser une expo, c'est encore autre chose. Il faut imaginer, il faut réfléchir, il faut construire des thématiques. Quand tu fais un festival, tu imagines une idée, tu as une idée. À partir de cette idée, tu programmes vraiment plein d'artistes. La recette d'un festival, c'est une grosse tête d'affiche, quelques artistes un peu émergents, une bonne promotion, des bons sponsors et tout ça. Et puis, d'avoir fait tout ça, jusqu'à avoir monté des tournées, à un moment donné, j'en ai monté une dans 21 pays en Afrique. Et puis, c'est comme si j'étais arrivé au bout d'un processus. Et puis, ce qui me posait des questions, c'est qu'à chaque fois que je rencontrais des artistes ou à chaque fois que je collaborais, et il y avait toujours les mêmes questions qui revenaient, des mêmes difficultés, les mêmes enjeux, peu importe le secteur. Puis à un moment donné, je commençais à aller dans des conférences en Afrique, en fait, d'abord. C'était à Rabat pour la première. Enfin, c'était pas à Rabat la première, c'était à Paris. Puis après, j'ai été à Rabat et j'ai été en Afrique et j'ai vu que, en fait, sur le continent, il y a plein d'artistes, des professionnels qui se retrouvent pour parler de leur métier. Et j'ai trouvé ça hyper inspirant. Et je me suis dit, purée, mais nous qui sommes dans la diaspora en France, on le fait pas. Et je discute avec une amie, Ayoko Mensa, qui est un peu une grande sœur dans le métier. Elle me dit, mais Alain, t'as qu'à le faire et tout. Et du coup, c'est comme ça que je me lance en 2016. Je crée la première conférence sur les industries culturelles à Paris, quoi. Voilà. Et en fait, de fil en aiguille, on a déroulé. Et donc, pour finir de répondre à ta question, pourquoi l'art ? C'est parce qu'en fait, j'ai trouvé une vérité en fait dans le travail avec les artistes. Je trouvais un rapport assez authentique, c'est-à-dire que l'artiste il exprime des choses, il exprime une émotion, il exprime une profondeur, une idée, un concept en fait, et quelque chose part de l'intérieur qu'il veut partager avec le monde. Et peut-être qu'au fond, dernièrement, d'ailleurs, une amie me dit, mais en fait, si tu fais ce métier, c'est que tu as une fibre artistique. Je pense que le fait d'avoir été aussi exilé quelque part du Cameroun en France, il y a eu quelque part un besoin d'exprimer des choses, de dire des choses de qui je suis, de notre culture africaine. C'est pour ça que très tôt, la culture africaine s'est imposée aussi dans mon travail, parce que finalement, arrivé en France, la seule chose que je pouvais avoir à partager avec les autres, c'est ce qui constituait mon identité. Donc j'ai puisé en fait dans ce que moi j'étais, dans ce que les autres qui me ressemblaient étaient, pour justement promouvoir ça au monde, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai. J'allais aussi dire que quelque part, ça doit être... Tu dois aussi être un artiste. Mais je me dis que oui, c'est vrai. C'est aussi, parce que l'art, à la fin, c'est raconter ce qui est autour. C'est juste... Oui. Alors, tu travailles, c'est vrai, avec les artistes dans le domaine culturel, etc. Mais ce que j'aime, c'est que tu ajoutes aussi le côté entrepreneuriat. Oui, clairement. Parce que l'art, etc., c'est beau, c'est tout ça, on adore. Mais il y a aussi le côté, c'est un business. Il faut en vivre, il faut payer les factures, etc. Pourquoi aussi tenir... pourquoi est-ce important pour toi? Oui.
en fait, on est dans une... Souvent, très tôt, en fait, quand je discutais avec des artistes, j'essayais de leur faire comprendre que, au-delà de la passion, c'est un métier. Et en plus d'être un métier, ce sont des industries. L'industrie musicale, par exemple, c'est plus de 60 milliards de dollars par an. C'est énorme comme secteur d'activité. Et si ça représente 60 milliards, ça veut dire qu'en fait, il y a plein de métiers qui concourent à ce qu'une œuvre qui a été imaginée, inspirée par un artiste, finalement, à un moment donné, elle se retrouve enregistrée, elle se retrouve après sur une plateforme de streaming, puis après, l'artiste se retrouve sur scène. Et on ne se rend pas compte, mais un jour, j'ai calculé, il y avait quasiment, sur l'industrie musicale, il y avait quasiment une 50aine de métiers. C'est énorme. Tu vois, ça veut dire que même ces métiers ne sont pas connus. Et souvent, quand on veut rentrer dans la musique, on veut être sur scène et être la star, alors qu'en fait, on peut très bien être à côté, on peut être manager, on peut être attaché de presse. Et tout ça, ça m'a intéressé, ça m'a intrigué. Parce que souvent, tu sais, quand tu commences à travailler avec des artistes, il y en a qui sont à leur place. Et tu sens très vite qu'il y en a qui ne sont pas à leur place. Ils ont l'envie d'y aller, mais en fait, non, c'est pas ton truc, en fait. Tu vois, et parfois, leur place est juste à côté. Juste à côté, Et j'ai aidé des gens comme ça dans ma trajectoire à pivoter. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a besoin parfois d'aiguiller les gens. Et en plus de ça, une des choses qui est constante, c'est quand tu commences à travailler sur un projet artistique, que ce soit avec un photographe, que ce soit avec un auteur, d'un moment, oui, comme tu le disais, il faut vivre, quoi. Quand tu es un peintre, il faut payer ton matériel, il faut payer tes pinceaux, il faut payer tes bombes si tu fais du street art et tout ça. Et il faut pouvoir payer ses loyers, il faut nourrir sa famille. Et donc, c'est important de pouvoir, à un moment donné aussi, envisager la construction d'un projet. C'est-à-dire que je vais faire un disque, je vais faire un livre, je vais faire une exposition. C'est un projet. Ce projet-là, à un moment donné, il faut le séquencer dans le temps. Il faut imaginer, il faut le poser sur papier. Il faut définir le concept, il faut faire un budget. Et puis, il faut trouver les moyens. Et il faut surtout s'entourer aussi d'une équipe. Et à un moment donné, tu dis, OK, quelle est la rentabilité que va générer le prix de tous ces efforts? Quelle est la rentabilité? Ça veut dire... Qu'est-ce que je vais en tirer et comment est-ce que je vais réinvestir pour développer? Et le truc, c'est que tu te rends compte que très vite, il y a des artistes qui ne pensent pas carrière. Il y en a qui se disent, tiens, je vais faire un tube et voilà, je vais faire un album, je vais faire un truc. À un moment donné, si tu as envie de durer, tu es obligé de te pencher sur tout ça. Tu es obligé de réfléchir un petit peu stratégie. Tu es vraiment obligé de t'entourer. Ça, c'est un truc que je dis, mais... La réussite, pour moi, c'est l'entourage, c'est la stratégie, c'est comment tu structures ça. Est-ce que tu montes une association, une entreprise? Est-ce que tu vas lever des fonds? Qui va financer ton projet? Et d'avoir vu ça, voilà, dans la musique, dans le théâtre, dans les arts visuels, dans le cinéma, dans l'audiovisuel. Et je me suis dit, en fait, en montant ces conférences, je me suis dit, OK, on va pas parler on va pas juste parler d'art, d'esthétique, parce que là, on pourrait, c'est super, c'est génial, mais concrètement, on va pas avancer beaucoup. Et j'ai introduit vraiment ces notions d'entrepreneuriat, de stratégie. Comment est-ce qu'à un moment donné, un artiste va réussir à atteindre un autre marché? Parce qu'en France, on n'est pas très nombreux dans la diaspora, on a à peu près 6 millions. Donc, quand tu es d'origine africaine et que tu as envie d'adresser une œuvre d'origine africaine, en tout cas orientée Afrique, ou avec une esthétique africaine, tu es obligé de dire, OK, mon marché, c'est pas que les Africains de la France, quoi. C'est pas que la diaspora, c'est, OK, est-ce que les Européens aiment ma musique, est-ce qu'ils aiment mon œuvre et tout ça, ou est-ce que je peux aller sur d'autres territoires, est-ce qu'il y a d'autres gens sur d'autres territoires? Donc, à un moment donné, tu penses marché, et puis quand tu commences à t'ouvrir, tu dis, tiens, sur le continent africain, il y a plein de gens qui vont comprendre ce que je fais et qui pourraient être très réceptifs. Et finalement, tout ça a commencé à rentrer en jeu. OK, on a commencé à identifier les questions de marché, sensibiliser les acteurs à finalement, OK, les industries culturelles aujourd'hui, c'est quoi? C'est 2500 milliards de dollars dans le monde. C'est énorme en termes de revenus. Quand je dis ça aux gens, quand je dis ça même surtout aux investisseurs, je dis, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est une industrie qui est extrêmement rentable. En plus, elle impacte beaucoup. Et donc, il faut parler de ça. Il faut parler de cet argent parce qu'il est nécessaire pour réinvestir, d'autant qu'en ce moment, on sort du Covid. Et on sait qu'il y a un certain nombre d'artistes qui se sont retrouvés à la paille, qui ont pu tourner, qui n'ont pas généré de revenus. Comment ils font, tu vois? C'est ça. Donc, il faut parler de ça. Oui, et ça va absolument être une des clés du développement et de l'expansion de l'art africain, de la scène culturelle africaine, parce que pendant longtemps, on a été handicapé par ce côté-là où on ne voyait pas aussi le côté financier de la chose, où on se concentrait juste, on va performer, juste le fait qu'on nous permette de performer ou qu'on ait la chance de pouvoir, alors qu'il faut des investissements et autre chose, une réflexion plus poussée derrière.
Merci de nous avoir partagé cela aussi Oui. et de le faire si bien à travers tes événements. On va revenir sur l'événement que tu prépares bientôt ici à Kigali. Mais avant, comme tu en as fait tellement, ça fait 20 ans que tu es sur le coup. Lequel te rend le plus fier? Écoute, c'est mon premier festival en fait, Africaphonie, parce que c'est celui qui m'a donné une impulsion. Africaphonie, il est né d'une idée. À l'époque, c'était en 2006. On venait d'avoir la première commémoration de la mémoire de l'esclavage. La question de la place de l'africanité et des Noirs, si on peut le dire aussi singulièrement, parce qu'en France, c'est un peu ce qu'on dit là-bas. La place des Noirs en France était questionnée beaucoup. Il y a des Africains descendants qui viennent des Caraïbes, il y en a qui viennent d'Afrique. On a tous des histoires, des trajectoires différentes, mais eux, étrangement, avaient une trajectoire commune. Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, et puis en même temps, ils ont des origines africaines. Ça m'a beaucoup questionné. Et donc, du coup, en travaillant sur ça, finalement sur ces héritages communs, parce que je me suis rendu compte que, c'est marrant, ils ont des rythmes communs, on se comprend musicalement, rythmiquement, même dans les mythes, dans la manière d'être, en fait, on est très connectés, mais sauf qu'eux, ils sont dans les Caraïbes, ils sont en Amérique, ils sont dans le Brésil, ils sont dans l'océan Indien. Et moi, je viens du Cameroun. Pour ceux qui viennent de l'Afrique continentale, finalement, on se ressemble, mais on n'a pas les mêmes trajectoires. Et on a créé cet événement justement pour réunir finalement toutes ces cultures-là, qui avaient un lien avec l'Afrique. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Africaphonie, quelque part la voix de l'Afrique. Et comment est-ce que cette voix, ces rythmes avaient voyagé avec ceux qui ont été déportés, nos anciens ancêtres. Et finalement, on l'avait créé pour recréer pour tisser un pont en fait entre cela, le continent, et d'avoir fait ce premier festival-là. On en a fait 4 autres éditions. On a fait des films documentaires. Ce festival m'a emmené au Brésil, dans les Caraïbes. Il m'a ouvert énormément de portes. Et puis surtout, il m'a structuré aussi dans finalement ma réflexion d'Africains d'origine en Europe et nous là-bas en tant que diaspora et notre rapport au continent. Il m'a énormément structuré ce projet. Et je remercierai jamais l'inspiration, la grâce quelque part qui a fait que ça arrive et que je rencontre ceux avec toute l'équipe avec laquelle on a pu faire ça. Ouais. Ah, d'accord, super. Alors, Moka, c'est un nom interpellant, on va s'en rappeler, surtout pour les fans de café. Il paraît que ça veut dire quelque chose, Moka, en Swahili ou... En Swahili? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire en Swahili? On paraît que c'est qui à boire ou quelque chose comme ça, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, on m'a dit ça. C'est quand on dit oui. Est-ce que même en Kinyarwanda, Moka, c'est pas... Je pense, hein? Oui. Le chien qui aboie, on peut exactement. Dire que le chien Moka. Oui, c'est vrai. J'ai appris ça il y a 2 jours, t'inquiète pas. Oui, non, c'est vrai. J'y avais pas pensé. C'est un terme qu'on utilise si rarement. Oui. Donc, oui. Alors, j'ai vu quelques images de l'édition dernière à Paris. J'ai vu Chanel, qui est notre diva de la musique rwandaise, qui est super talentueuse et qu'on salue. Raoul, etc. Et à Kigali, ça arrive à Kigali Tout à fait. Oui. Ça arrive pour le mois de juin, mais comment c'est né en fait? En fait, c'est né de ma rencontre avec ce pays. Oui. Qui est une rencontre qui est juste pour moi incroyable et c'est comme l'événement de tout à l'heure, c'est une rencontre, je pense, qui va vraiment changer les choses dans ma vie, je le sens bien. Et en 2020, j'arrive à Kigali et je rencontre Raoul, je rencontre pas mal d'acteurs et je suis vraiment séduit par l'énergie, par la vision aussi des gens. Et avec Raoul, on décide de collaborer. Lui, il est d'ici, moi, je suis de là-bas. Et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui dis, écoute, la prochaine édition du MOCA, je vais inviter le Rwanda, parce que j'ai vraiment envie que les gens de la diaspora découvrent un peu cette énergie qu'il y a ici. Je dirais, pour moi, c'est au-delà de la résilience, parce qu'on dit souvent, nous, les Africains, on est résilients par rapport à tout ce que nous avons vécu entre les différentes formes de souffrance possibles. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une transcendance ici. Et à travers les artistes, j'ai trouvé que c'était vraiment incarné, de voir qu'on avait vraiment dépassé, et puis on projetait un imaginaire assez fantastique. Et du coup, l'année dernière, dans le cadre de la 6e édition à Paris, donc, le Rwanda a été invité. Et avec Raoul, on a monté une délégation de 12 acteurs, dont Chanel Irere, qui nous a fait honneur de participer à un atelier créatif avec Youssoufa et beaucoup d'autres artistes. Et puis il y a eu le maire de Kigali aussi qui ont participé, Monsieur Zéphanie, donc CEO, le député CEO de RDB. Il y a eu Dorcy Rugamba, Carole, enfin voilà, dont Judo également.
Donc c'était super. Nous, on est à Paris, les gens ont très très bien accueilli ces rencontres-là, puis d'écouter ces témoignages, de découvrir aussi le pays autrement, parce qu'on sait très peu de choses du Rwanda en fait à l'extérieur, surtout très peu malheureusement de sa scène artistique. Et ça a été l'occasion de vraiment faire ce spotlight à l'extérieur, à Paris en France. Et naturellement, avec Raoul, on s'est dit ok, si on le fait à Paris, on le fait à Kigali aussi. Et on a décidé du coup pour 2022, et ce qui aura lieu donc du 30 juin au 3 juillet, donc d'organiser finalement un événement assez particulier. C'est un mélange du MOCA et d'Africa African Colors. Parce que Raoul, lui, finalement, c'est un peu mon jumeau ici. Parce qu'on a exactement les mêmes métiers, on fait la même chose. Et on a décidé finalement d'associer nos deux dynamiques et de faire un très très gros événement. Et du coup d'accueillir pendant 3-4 jours aussi bien de mettre en valeur donc la scène rwandaise, vraiment sur toutes les disciplines, je dirais de la musique aux jeux vidéo, en passant par le théâtre, la danse, les arts visuels et tout ça. Et d'accueillir en fait aussi des délégations de différents pays, donc ça veut dire de l'Afrique du Sud, en passant par le Kenya, le Cameroun, le Sénégal, le Congo, le Maroc, avec lesquels on aura un très très gros focus, et puis bien sûr d'inviter des acteurs de la scène extra-continentale, donc de la diaspora en Europe et en Amérique. Donc ce qu'on essaie de faire, pour moi, c'est quelque part, c'est de reproduire un peu ce qu'on a fait à Paris, mais à une autre échelle, parce que le pays, il est incroyable. J'ai une vraie histoire d'amour avec ce pays, en fait. Je vais finir par l'avouer. C'est parce que le pays, voilà, je trouve qu'il a tellement de qualité, et je suis vraiment reconnaissant de tout ce que vous faites ici au Rwanda. Tellement c'est de ce que vous êtes et de ce que vous apportez au monde. Et en fait, j'ai envie de le rendre à travers cet événement et de faire rayonner ça, quoi. Absolument, Voilà. et on a hâte, hein, ce sera le 30 juin donc. C'est bientôt, c'est dans quelques mois. Et je pense qu'un peu avant, on pourra rediscuter avec plus de détails et de partager avec ceux qui nous suivent. C'est l'émission Le Miroir, le temps passe tellement rapidement, donc là on me fait le signe que c'est presque à la fin, mais je ne vais pas laisser notre invité partir sans nos questions rapides. Le tic-tac, c'est un peu du tic-au-tac, donc la première réponse qui vous vient à l'esprit. Quelle est votre activité favorite lorsque vous n'avez pas à travailler? Lire. Lire. Oui. Oh, ça c'est bien, ça c'est une activité qui perd de plus en plus d'adhérents. C'est un club qui perd de plus en plus d'adhérents. On en voit d'extinction. Oui, parce qu'il y a, je ne sais pas qui a dit, les films c'est devenu les nouveaux livres, parce que les gens ils vont plus se regarder sur un écran que prendre le temps de lire. Et pourtant, c'est très intéressant et c'est très important de continuer à lire. Quel est votre artiste musical favori de tous les temps? Je crois que de tous les temps, j'ai beau essayer de m'en défaire, mais c'est Michael Jackson. Michael Jackson, toujours. L'alpha et l'oméga. C'est vrai. C'est très difficile de le comparer. C'est très, très difficile de le comparer. Il a structuré l'industrie du disque. En fait, sa carrière est exactement pour moi le prototype de ce qu'est l'industrie musicale aujourd'hui. Oui, absolument. Et je pense que à chaque fois, je ne sais pas, une fois ou deux fois par génération, il y a des personnes qui viennent et qui changent complètement un domaine. Et lui, il l'a fait pour la musique. Quel est votre endroit favori dans le monde? Vous avez été presque partout. En fait, aujourd'hui, c'est votre pays. C'est vrai. Ah, je te l'ai dit, j'ai une vraie connexion avec ce pays. Et tu as pu voyager en dehors de Kigali? J'ai été, pas encore beaucoup, mais ce week-end, je vais me rattraper. Mais le peu que j'ai déjà vu, il y a pas une. Je cherche. Je cherche les fausses notes, les trucs cachés, les vices et tout, mais je trouve pas. J'avoue, vraiment. Nous-mêmes, on adore vivre ici, donc on te comprend. Quelle est la chose la plus rebelle que tu aies faite étant adolescent? La chose la plus rebelle que j'ai pu faire quand j'étais adolescent, je pense que d'avoir énormément fait la fête alors que j'aurais pas dû. contre l'avis de toute la famille, enfin, bon, c'était plus fort que moi. Bon, c'était une répétition pour faire les événements plus tard. Parce que voilà, tu sais ce que les autres aiment quand ils participent à un événement. Quel est le plus beau souvenir d'enfance que tu gardes? Le premier souvenir, je crois que c'est mon premier souvenir d'enfant. J'étais tout petit, j'étais au village et il y avait une cérémonie, des gens qui dansaient autour de moi. Et cette cérémonie s'appelle un jingo. Les jingos, ce sont des cérémonies en fait chez nous les Bassa, je suis Bassa au Cameroun, qui servent à exorciser le mal. En fait, j'ai souvenir de ça. Je sais pas, je devais avoir quelques mois. J'étais assis par terre et les gens dansaient autour de moi. Et ça s'est fixé en moi comme une empreinte indélébile. Et je pense qu'au fond, ce que j'ai compris, c'est que tous les événements que je fais sont empreints de ça.
Ouais. Voilà. Oh, wow. Ah, c'est comme quoi, hein, tout ce qu'on vit étant enfant, même Ouais. étant très, très, très jeune, Ouais. ça va influencer le reste Ouais. de notre vie. On finit notre émission, comme d'habitude, avec la question la plus... On essaie de gagner le prix. Ouais. La question la plus bizarre de l'histoire de la télévision. Alors, tiens-toi prêt Ouais. pour cette question. Face au miroir, Ouais. lorsque vous vous regardez Ouais. physiquement, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous? Et qu'est-ce que vous aimez le moins? Qu'est-ce que j'aime le plus? Je dirais mon regard, mais c'est pas tout le temps. Tu vois, il y a des fois, c'est bizarre, c'est très bizarre. Il y a des fois, j'aime bien mon regard. Et ce que j'aime le moins, c'est bizarre. Qu'est-ce que j'aime le moins? Pendant très longtemps, ça a été mes oreilles. Parce que je trouvais qu'elles étaient pointues, décollées, tout ça. Mais finalement, je m'y suis fait. Ça fait partie de moi. D'accord. Ce qui est bien, ça donne espoir à tous ceux qui nous regardent. Un jour ou l'autre, on va commencer à ne plus se rendre compte de ce qu'on n'aime pas tellement sur nous. C'est ça. Merci beaucoup, Alain. On a passé un bon moment. Merci beaucoup, David. Tu fais un travail extraordinaire, inspirant. Je suis sûr que plein de personnes qui nous ont suivis, comme moi d'ailleurs, ont été inspirées par ton histoire, par ce que tu fais, par... tu as parlé de résilience aussi, parce que tu continues de pousser. C'est pas le domaine le plus facile. Et d'être créatif dans la façon dont tu organises ce que tu fais, c'est super. On a hâte de découvrir Moka à Kigali avec Raoul, avec African Raoul, Colors. African Colors. Je cherchais le nom de l'événement. Donc, on a hâte. Merci encore. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Oui, à très, très bientôt. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook et aussi sur YouTube. Allez, ciao.